Bonjour. Dans ce cours, et avant de commencer la semaine prochaine à traiter les filtres de manière détaillée, ici je vais discuter quelques sujets divers sur les circuits dynamiques linéaires. Ces sujets constituent en quelque sorte quelques compléments sur le cours ELE 1600A, et vous devez aussi profiter de cette semaine pour continuer vos révisions sur les points que vous auriez pu oublier. Alors voici le plan du cours. Et dans ces vidéos, je vais couvrir essentiellement les trois premiers points. Alors je commencerai par parler un peu plus en détail des quadripôles. Alors notez que les quadripôles ont été introduits dans ELE 1600A et on a parlé la semaine dernière des quadripôles amplificateurs et de leur impédance d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, je donnerai un peu plus de détails sur les quadripôles. Ensuite, on continuera notre analyse de circuits contenant des amplis opidéaux, mais cette fois des circuits dynamiques. On verra qu'en fait, le modèle de l'amplificateur opérationnel idéal suppose une bande passante infinie et en conséquence, il n'y a aucun changement par rapport à l'analyse qu'on a fait des circuits la semaine dernière. Sauf, bien entendu, qu'il faut changer la notion de résistance par celle d'impédance avec laquelle vous êtes familier depuis le cours précédent. Ensuite, je reviendrai sur l'étude du régime permanent sinusoïdal dans les circuits linéaires. Alors là, il n'y aura rien de vraiment nouveau par rapport au chapitre 2 et 3 du cours ELE 1600A, sauf que j'introduirai la terminologie des phaseurs. Alors, il se peut que vous soyez déjà familier avec la notion de phaseur, mais en tout cas, elle ne semble pas être officiellement au programme de ELE 1600A. Alors ce qu'il faudra retenir, c'est juste que les phaseurs et la notion d'impédance complexe permettent de faire des calculs facilement en régime permanent sinusoïdal, de manière tout à fait analogue en fait à la notion d'impédance opérationnelle et de fonction de transfert qui permet de calculer la réponse d'un circuit en cas de condition initiale nulle. Et finalement, je profiterai du temps de classe pour revenir sur la notion de réponse fréquentielle et sur les diagrammes de Bode, et en particulier la synthèse de fonctions de transfert à partir de spécifications d'asymptotes sur le diagramme de Bode. Dans cette première partie, je vais donc commencer par introduire quelques notions fondamentales sur les quadripôles. Alors, mon point de départ sera le théorème de Thevenin ou de Norton pour un dipôle. En passant, si vous avez oublié ces théorèmes fondamentaux, il est important d'aller les réviser dans le premier chapitre des notes de cours de ELE 1600A. Alors, le théorème de Thevenin, tout d'abord, dit que tout dipôle linéaire et stationnaire, aussi complexe qu'il soit, peut toujours être représenté par une source de tension, que je décris ici par VCO, ainsi qu'une impédance opérationnelle en série. C'est-à-dire que ici, dans cette boîte en pointillé, j'aurais pu commencer avec un circuit linéaire et stationnaire très compliqué, avec plein de sources d'impédances diverses. Mais vu comme une boîte noire, son comportement a ses bornes en termes de tension V et de courant I, et celui de ce circuit équivalent très simple, comprenant simplement une source et une impédance. Une autre façon de représenter un dipôle linéaire et stationnaire quelconque est par le théorème de Norton d'utiliser une source de courant ainsi qu'une impédance en parallèle. Alors, si on revient au diagramme de gauche, ici, donc le théorème de Thevenin dit que tout dipôle peut se représenter par une équation de la forme V égale ZI plus VCO. Et ça, cette équation s'obtient juste en regardant ce diagramme. Donc V est égal à VCO plus ZI. Le théorème de Norton, lui, dit que tout dipôle linéaire et stationnaire peut se représenter par l'équation I est égal à YV plus ICC, où ICC est le courant de court-circuit, c'est-à-dire celui de la source de courant idéale. De plus, si le circuit dans la boîte en pointillé de départ ne contenait pas de source indépendante, alors on pourrait l'abstraire simplement par une impédance. Et dans ce cas, ici, VCO serait nul ou ICC serait nul.
et on aurait simplement les équations V égale ZI ou I égale YV pour représenter le dipôle. En conclusion, notre dipôle, s'il ne contient pas de source indépendante, a ces deux représentations boîte noire, V égale ZI ou bien I égale YV. Alors ces deux représentations sont légèrement différentes. Dans la première, V égale ZI, on considère I à droite de l'équation comme la variable excitatrice, qu'on dira indépendante, et V devient une fonction de I. Dans la représentation I égale YV, maintenant, c'est V qui est la variable excitatrice ou indépendante, et I qui est une fonction de V. On a donc ces deux représentations pour un dipôle qui correspondent à deux choix de variables indépendantes, soit I, soit V. Alors on va voir maintenant que toutes ces idées se généralisent au quadripôle, mais étant donné qu'on a plus de signaux mis en jeu, les choses deviennent plus compliquées. Alors voici maintenant un quadripôle qui est une représentation boîte noire pour un circuit qui a maintenant deux ports, son port 1 et son port 2. Alors notre but dans les diapositives suivantes va être de faire une étude similaire à celle qu'on vient de faire pour un dipôle et de voir comment on peut décrire les relations entre les courants et tensions au port du quadripôle. Alors d'abord pour rappel, où interviennent les quadripôles? Eh bien, il y a des composants par exemple qui ne peuvent pas être représentés par des dipôles simplement parce qu'ils ont plus que deux terminaux. Alors un transistor, par exemple, avec ses trois terminaux, peut être représenté par contre comme un quadripôle, simplement en dédoublant un de ses terminaux. Plus généralement, les quadripôles apparaissent essentiellement partout dans ce cours et en électronique. Une des raisons étant qu'en général, on veut réaliser des circuits, comme ici, qui créent une relation entre un signal d'entrée et un signal de sortie. Alors l'exemple de base de cette idée qu'on traitera dans ce cours en détail est celle du filtre. Alors maintenant on se limitera ici aux quadripôles qui ne contiennent pas de source indépendante. Alors notez que par contre ces quadripôles quand ils sont actifs vont contenir des sources dépendantes et on a vu au dernier cours comment ces sources apparaissent par exemple lorsqu'un ampli-op est présent. Alors je disais donc qu'on veut décrire les relations entre les signaux au port du quadripôle. Or ici il y a quatre variables V1, I1, V2 et I2. Notez que pour le dipôle on avait simplement deux variables V et I et dans ce cas on avait seulement deux choix possibles pour les variables indépendantes qui étaient soit V soit I. Alors, il se trouve que pour les quadripôles, il va maintenant falloir choisir deux variables excitatrices ou indépendantes, et les deux variables restantes seront appelées variables dépendantes. Et comme on peut choisir maintenant deux variables indépendantes parmi quatre, ça nous donne 6 choix possibles de variables indépendantes, qui correspondent à 6 représentations possibles pour un quadripôle, à comparer aux 2 représentations possibles pour un dipôle. Alors, voici ces 6 représentations et la terminologie associée à chacune des représentations. Alors, notez encore une fois que ces représentations sont valides si le quadripôle ne contient pas de source indépendante. S'il y avait des sources indépendantes, il faudrait en fait rajouter des termes à ces représentations. Donc par exemple, si on regarde la première représentation, qui est de la forme V égale ZI, exactement comme pour un dipôle, il faudrait ici rajouter un terme VCO, comme dans le théorème de TV. Alors notez bien que toutes ces représentations sont matricielles. Par exemple, dans la première représentation, V égale ZI, on a choisi comme variable indépendante les deux courants de port, I1 et I2. Les deux variables dépendantes restantes à gauche ici de l'équation sont donc V1 et V2, et la relation entre les variables indépendantes et les variables dépendantes est décrite par une matrice Z qu'on appelle matrice d'impédance, et qui généralise l'impédance opérationnelle d'un dipôle. Alors notez encore que les entrées ZIJ de la matrice ici sont des fonctions de S.
Si on choisit maintenant comme variable indépendante les tensions V1 et V2 au port du quadripôle, on obtient la représentation I égale YV, qui est l'autre représentation qui ressemble à celle des dipôles. Et Y, ici, naturellement, est appelée matrice d'admittance. Alors les quatre représentations restantes n'ont pas d'équivalent vraiment pour les dipôles, et sont utiles dans diverses situations pour diverses applications. Alors si on choisit I1 et V2 comme variables indépendantes, la matrice ici H liant les variables indépendantes et dépendantes s'appelle la matrice de paramètres hybrides. Et une utilisation typique de ces paramètres est pour la description des modèles de transistors. Alors je peux aussi prendre la relation inverse. Si je voulais choisir V1 et I2 comme variables indépendantes, il suffirait de multiplier cette équation ici par l'inverse de H pour obtenir la représentation ici, où G, la matrice liant les variables indépendantes et dépendantes, est appelée la matrice de paramètres hybride 2 quelquefois, et G est l'inverse de H. Alors pour finir, il reste encore deux choix de représentation ici pour nos quadripôles qui correspondent à choisir les deux signaux d'un même port comme variables indépendantes. Alors dans ce cas, on a donc une relation entre les variables d'un port et celles de l'autre port, et la matrice dans ces relations s'appelle en général une matrice de transfert, ici et ici. Alors, dans le premier cas, ici à gauche, on a choisi V2, la tension au port 2, et le courant au port 2 comme variable indépendante, sauf qu'au lieu de prendre I2, on a pris moins I2. Alors, on verra un peu plus tard pourquoi cette convention de signe négatif, qui est utile en fait quand on met les quadripôles en cascade. Donc ici à gauche, les variables indépendantes sont V2 et moins I2, les variables dépendantes sont V1 et I1, et la matrice liant les deux est une matrice de transfert dont les paramètres sont généralement appelés paramètres ABCD. Alors, outre l'utilité de ces matrices de transfert pour décrire des quadripôles en cascade, on utilise aussi les paramètres ABCD pour décrire les lignes de transmission, par exemple, ou bien faire des calculs d'adaptation d'impédance. Je profiterai d'ailleurs du temps de classe pour couvrir une application de la représentation des quadripôles au problème de l'adaptation d'impédance. La dernière possibilité de représentation, ici en bas à droite, prend les signaux V1 et -I1 comme, au port 1 comme variable indépendante et les signaux du port 2 comme variable dépendante. Les représentations précédentes des quadripôles peuvent être visualisées sous la forme de circuits équivalents. C'est-à-dire qu'un quadripôle, quelle que soit sa complexité, du moins tant qu'il reste linéaire et stationnaire, peut être représenté par un circuit relativement simple, de la même façon que il y a un équivalent de Thevenin ou de Norton pour n'importe quel dipôle linéaire et stationnaire. Alors encore une fois, on ne s'intéressera ici qu'au cas où le quadripôle ne contient pas de source indépendante. Les quatre circuits équivalents montrés sur cette diapositive ne sont pas à prendre par cœur, mais peuvent se retrouver immédiatement à partir des quatre premières représentations de quadripôles précédentes. Par exemple, dans la première représentation, V est égal à ZI, qui correspond à ce premier circuit équivalent. Eh bien, par exemple, la première équation dit V1 est égal à Z11I1 plus Z12I2, qui est exactement ici la relation qu'on a au port 1. Donc V1 est égal à Z11I1 plus Z12I2. De même, par LKT, on a immédiatement V2 est égal à Z21I1 plus Z22I2. Pour prendre un deuxième exemple, sur ce dernier circuit ici, on peut lire la représentation par les paramètres hybrides 2. Donc en particulier, la première équation dit que I1 est égal à G11V1,
où G11 ici est une admittance, plus G12I2, où G12 ici est un gain, c'est-à-dire sans unité. La deuxième équation de cette représentation dit que V2 est égal à G21V1 plus G22I2. Et notez que dans cette représentation, on a à la fois une source dépendante de courant et une source dépendante de tension. Alors à ce point, vous devriez retourner maintenant au cours 1 et regarder la diapositive qui présentait les modèles de quadripôles amplificateurs et voir en quoi ces amplificateurs sont des cas particuliers des représentations de cette diapositive. Par exemple, l'amplificateur de tension peut se retrouver à partir de circuit ici en prenant G12 est égal à 0 ici. Et dans ce cas, G11 est l'admittance d'entrée, G22 est l'impédance de sortie. Notez que G1 est une admittance et G22 est une impédance. Maintenant qu'on a défini ces représentations des quadripôles, la question est de savoir comment on calcule les paramètres de la matrice de représentation, voir comment on les mesure, ces paramètres. Pour cela, il suffira d'écrire les deux relations qui correspondent à la représentation choisie, puis de mettre chacune des variables indépendantes à 0 tour à tour. Par exemple, voici ici la représentation d'un quadripôle par les paramètres ABCD. Et la première équation s'écrit V1 est égal à AV2 moins BI2. Donc, pour calculer A, par exemple, si on prend I2 est égal à 0 ici, c'est-à-dire le courant entrant dans le port 2 égal à 0, eh bien on aura V1 est égal à AV2, et donc A est égal à V1 divisé par V2 quand I2 est égal à 0, c'est-à-dire quand on a un circuit ouvert au port 2. De même, pour calculer ou mesurer B, eh bien si on met le port 2 en court-circuit, c'est-à-dire si on prend V2 est égal à 0, alors on obtient V1 est égal à moins BI2, et donc il suffira de mesurer la réponse V1 à un courant I2. En d'autres termes, on a B est égal à moins V1 divisé par I2 quand V2 est égal à 0, c'est-à-dire quand le port 2 est en court-circuit. La deuxième relation maintenant s'écrit I1 est égal à CV2 moins DI2, et donc je vous laisse en déduire immédiatement que C est égal à I1 sur V2 quand I2 est égal à 0, c'est-à-dire quand le port 2 est en circuit ouvert. Et de la même façon, D est égal à moins I1 sur I2 quand le port 2 est en court-circuit. Alors appliquons maintenant cette idée à cet exemple très simple ici de circuit LC qui constitue un filtre passe-bas d'ordre 2. Notez qu'on peut voir immédiatement ici qu'on a un filtre passe-bas. À basse fréquence, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, la bobine comme un fil et on a V2 est égal à V1. À haute fréquence, le condensateur ici agit comme un court-circuit et on a V2 est égal à 0. Vous êtes supposé, depuis le cours ELE 1600A, être capable de faire ce genre de raisonnement rapidement et sans calcul. Pour revenir à notre calcul des paramètres, commençons par le paramètre A qui, comme on l'a vu, est égal à V1 divisé par V2 quand le port 2 est en circuit ouvert, c'est-à-dire on laisse le port 2 ici ouvert. Eh bien, dans ce cas, si j'appelle ZC l'impédance 1 sur CS du condensateur et ZL l'impédance LS de la bobine, j'ai pour la relation entre V1 et V2 un simple diviseur de tension, c'est-à-dire V2 est égal à ZC divisé par ZL plus ZC fois V1. Maintenant, ce qui nous intéressait, nous, c'était V1 divisé par V2, et donc la relation est que V1 divisé par V2 est égal à ZL plus ZC divisé par ZC. En d'autres termes, 1 plus ZL sur ZC, c'est-à-dire 1 plus LCS carré. Pour le calcul de B, maintenant, il faut mettre le port 2 en court-circuit, et dans ce cas-là, on a V1 est égal à moins LS fois I2, et donc B est égal à simplement LS.
Aussi, pour le cas où le port 2 est en court-circuit, ici, on a immédiatement I1 est égal à moins I2, ce qui nous donne ici D est égal à 1, et je vous laisserai calculer que C est égal à CS. Alors, il n'est pas nécessaire de calculer de cette façon tous les paramètres de toutes les représentations. En fait, il suffit de calculer les paramètres d'une seule représentation et ensuite il existe des formules qui permettent de passer immédiatement d'une représentation à une autre. N'importe quel livre en fait qui traite des quadripôles vous donnera ces formules. Vous pouvez aussi les retrouver par exemple sur l'article Wikipédia sur les quadripôles. Et ici, j'ai pris la table qui est donnée dans le livre de Swoboda et Dorf. Donc vous pouvez, en utilisant cette table, passer des paramètres, par exemple, d'impédance à l'admittance, aux paramètres hybrides ou aux paramètres ABCD. Alors, par exemple, supposons qu'on connaisse les paramètres de la matrice d'admittance de votre quadripôle, c'est-à-dire les paramètres Y, et qu'on veuille obtenir les paramètres Z. Eh bien, on a que Z11 est égal à Y de 2 divisé par le déterminant de Y. Notez la définition ici de delta Y, qui est juste le déterminant de la matrice Y. De même, Z12 est égal à moins Y12 divisé par le déterminant de Y. Donc encore une fois, dans l'exemple précédent, on a calculé les paramètres ABCD du quadripôle. Si on voulait les paramètres Z, eh bien on regarderait ici dans cette case. Si on voulait les paramètres Y, si par exemple je voulais Y11, eh bien je prendrais simplement D sur B, qu'on vient de calculer. Si je voulais les paramètres H, je prendrais cette case-ci, et ainsi de suite. Voici ici une application. Comme je le disais précédemment, les transistors, d'une part, peuvent être représentés comme des quadripôles, et d'autre part, leurs spécifications sont en général données sous la forme de leurs paramètres hybrides. Alors, généralement, on utilise des paramètres hybrides 1 pour les transistors bipolaires et les paramètres hybrides 2 pour les transistors à effet de champ. Alors ici, j'ai un transistor bipolaire que je considère comme un quadripôle avec ses deux ports 1 et 2. Et voici ici à droite le circuit équivalent qui correspond à la représentation du quadripôle par les paramètres H. Alors ces paramètres H ont en fait pour un transistor bipolaire une notation plus ou moins standard que je montre ici. Alors, la première relation de la représentation par les paramètres hybrides dit que V1 est égal à H11 ou HIE-I1 plus HRE ou H12 V2. Et comme je viens de l'expliquer, si par exemple on voulait mesurer le paramètre H11 ou HIE, eh bien on mettrait le port 2 en court-circuit et on a H11 est égal à V1 sur I1 quand le port 2 est en court-circuit, c'est-à-dire que c'est l'impédance d'entrée de court-circuit. Pour le paramètre H12, on le note généralement HRE, et c'est par définition V1 divisé par V2 quand le port 2 est en circuit ouvert, et ce paramètre s'appelle le rapport inverse de tension. De la même façon, le paramètre H21 ici est le gain de courant, et le paramètre H22 est l'admittance de sortie quand l'entrée est en circuit ouvert. Maintenant, dans cette diapositive et la suivante, je veux parler brièvement de la notion de réciprocité et du lien entre cette notion et les représentations des quadripôles que je viens de présenter. Alors pour définir ce que c'est qu'un quadripôle réciproque, imaginons l'expérience suivante. Au port 1, je branche ici une source idéale de tension. Je mets le port 2 en court-circuit et je mesure le courant de court-circuit, c'est-à-dire le courant qui passe dans cette branche quand la source de tension ici au port 1 est allumée. Et supposons maintenant que pour ce même quadripôle, je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je branche la source de tension maintenant au port 2 et je mesure le courant de court-circuit au port 1. Eh bien, le quadripôle est dit réciproque si le courant mesuré dans chaque expérience est le même.
en supposant bien sûr que ici VE a la même valeur. Alors, il se trouve que je pourrais définir la notion de réciprocité avec d'autres expériences. Par exemple, je pourrais mettre ici une source de courant et mesurer au port 2 avec un ampèremètre la tension de circuit ouvert, et puis échanger ici et mettre la source de courant au port 2 et l'ampèremètre au port 1. Ce genre d'expériences, elles sont toutes équivalentes avec l'expérience que je viens de présenter ici dans ma définition d'un quadripôle réciproque. Alors maintenant, il y a un théorème qui est intéressant à connaître, qui est le théorème de réciprocité, et qui dit la chose suivante. Un quadripôle ici, s'il ne contient que des éléments passifs, à savoir des résistances, des condensateurs, des bobines, ainsi que deux éléments qu'on va introduire dans ce cours, qui sont les bobines couplées et les transformateurs idéaux. Donc tant que votre quadripôle ne contient que ces éléments, alors il est réciproque. En particulier, si mon quadripôle ici est un filtre RLC et que je fais l'expérience qui est décrite ici, où j'inverse la place de la source de tension, eh bien je mesurerai effectivement le même courant dans chaque cas. Alors, notez quand même que ce théorème est un théorème sur les fonctions de transfert essentiellement, et donc il ne s'applique que pour la réponse avec condition initiale nulle, ou bien la réponse en régime permanent sinusoïdal. Alors, c'est un bon exercice pour manipuler les représentations des quadripôles, de reformuler la notion de réciprocité en termes de ces paramètres. Alors, l'expérience que j'ai présentée dans la diapositive précédente dit exactement que si je représente le quadripôle par sa matrice d'admittance, eh bien je dois avoir que les entrées y1,2 et y2,1 sont égales. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que par définition, comme on l'a vu précédemment, y2,1 est égal au rapport entre le courant de court-circuit ici au port 2 et la tension d'entrée au port 1. Et puis y1,2 est égal au courant de court-circuit au port 1 quand la tension au port 2 est V2. Et dans l'expérience qui définit la réciprocité, je dois obtenir le même courant de court-circuit en réponse à une tension donnée. Si maintenant vous retournez à la table que j'ai présentée dans les diapositives précédentes, vous verrez que cette contrainte y2,1 est égale à y1,2 impose les contraintes suivantes sur les autres représentations. Pour la matrice d'impédance, on doit avoir z2,1 égale z1,2. Pour les paramètres h, on doit avoir que la matrice est antisymétrique, c'est-à-dire h1,2 est égal à moins h2,1. Et pour les matrices de transfert, on doit avoir que leur déterminant est égal à 1. Alors en particulier, si par exemple j'avais un filtre passif RLC, eh bien toutes ces contraintes, suivant la représentation, devraient être satisfaites. Et ça, c'est par le théorème de réciprocité. Donc par exemple, dans une diapositive précédente, on avait représenté un filtre passif LC par sa matrice ABCD de transfert. Et vous pouvez retourner à cet exemple et vérifier qu'on a bien effectivement le déterminant de la matrice est égal à 1. Alors pour finir, voici 3 diapositives sur des applications immédiates de la représentation des quadripôles. Alors tout d'abord, à partir de certaines représentations, on peut exprimer facilement l'impédance d'entrée qu'on avait définie la dernière fois. Donc prenons un quadripôle ici et fermons son port 2 sur une charge ZL. L'impédance d'entrée ZE a été définie comme le rapport VE sur IE et on voudrait l'exprimer ici en fonction des paramètres de la représentation du quadripôle et de la charge ZL. Alors si on part tout d'abord de la représentation par la matrice d'impédance, eh bien on a ces premières relations, et on a aussi pour la charge V2 est égal à moins ZL fois I2, et je vous laisserai calculer à titre d'exercice
l'expression qui en résulte pour l'impédance d'entrée et qui est ZE est égal à cette chose-ci, exprimée donc en fonction des impédances du quadripôle ainsi que de l'impédance de la charge. Si maintenant, à la place de la matrice d'impédance, j'étais parti des paramètres ABCD, comme ici, on aurait toujours la même relation ici pour la charge et éliminer les variables V2 et I2 aboutit à une expression pour l'impédance d'entrée ZE qui est ce rapport ici AZL plus B divisé par CZL plus D qui encore une fois est donc l'expression de l'impédance ici vue depuis le port 1 quand on ferme le port 2 sur cette charge ZL. Alors à titre d'exercice, encore une fois, je vous demande d'essayer de retrouver cette expression. C'est un calcul facile. Cette expression sera utilisée en classe pour parler d'une application à l'adaptation d'impédance. Même chose maintenant pour l'impédance de sortie qu'on peut exprimer facilement à partir de certains paramètres représentant un quadripôle ainsi que l'impédance du générateur. Donc dans cet exemple, encore une fois, je suis parti soit de la matrice d'impédance, soit des paramètres ABCD. Et dans les deux cas, on peut obtenir une expression de l'impédance de sortie ZS, qui est le rapport entre la tension VS et le courant IS, soit en fonction donc des impédances du quadripôle et de l'impédance de charge, soit en fonction donc des paramètres ABCD et de ce rapport ici. Dans les deux cas, donc ces expressions sont à vérifier. Enfin, pour conclure cette partie sur la représentation des quadripôles, je voudrais préciser une remarque précédente que j'avais faite sur l'utilisation des matrices de transfert lors de la mise en cascade des quadripôles. Alors voici tout d'abord ce que ça veut dire que mettre en cascade de quadripôles. J'ai ici un quadripôle 1 et un quadripôle 2. Je branche simplement le port 1 du quadripôle 2 au port 2 du quadripôle 1. Alors cette configuration en cascade est très courante et on verra dans quelques semaines qu'elle nous permet de construire des filtres actifs d'ordre quelconque qui permettent de réaliser des fonctions de transfert complexes. Alors l'idée ici, c'est que si je connais la matrice de transfert du premier quadripôle et si je connais la matrice de transfert du deuxième quadripôle, alors immédiatement je connais la matrice de transfert du quadripôle plus gros englobant les deux, mise en cascade. Alors pour fixer les idées, j'ai pris ici les matrices de transfert 2 ou T' avec les paramètres EFGH dans ma diapositive où je présentais les représentations des quadripôles. Alors pour le premier quadripôle T'1, les variables indépendantes sont les signaux du port 1, V1 et -I1, et vous vous rappellerez ici cette idée d'avoir un signe négatif. Les variables dépendantes, elles, sont les signaux de sortie du quadripôle 1, V2 et I2. Même chose maintenant pour le quadripôle 2, on a que V4 et I4 est égal à T2' multiplié par le vecteur V3 moins I3 qui sont les signaux d'entrée du quadripôle 2. Mais maintenant, notez que quand 1 et 2 sont mis en cascade, eh bien on a immédiatement que V3 est égal à V2 et aussi que moins I3 est égal à I2. J'ai donc maintenant une relation entre V4 et I4 qui est égale à T2' multiplié par V2I2. Et je peux maintenant éliminer mon vecteur V2I2 à l'intérieur de mon quadripôle immédiatement en utilisant la relation du quadripôle 1 pour les exprimer en fonction de V1 et -I1. Donc c'est ce que j'ai fait ici. V2I2 est égal à T1' fois V1 moins I1. Et donc au final, j'obtiens la relation V4I4 qui est la sortie du gros quadripôle est égale à T2', la matrice de transfert du quadripôle 2, fois T1', la matrice de transfert du quadripôle 1, fois V1 moins I1 qui sont les signaux d'entrée du gros quadripôle. Alors attention ici au sens de la multiplication. Ce que j'essaye de faire, c'est de partir de V1 moins I1 pour arriver à V4 I4. Tout d'abord, j'applique T1', okay,
Et ensuite, j'applique T2'. Donc on multiplie d'abord par T1' et ensuite par T2' pour obtenir V4I4. En conclusion, la matrice de transfert ici de mon gros quadripôle est égale à la multiplication des matrices de transfert du premier et du second quadripôle. Et notez enfin que cette relation très pratique est permise justement par le choix du signe négatif devant le courant d'entrée du quadripôle. Donc en particulier, on a utilisé ici le fait qu'on a moins I3 et on l'a égalisé avec I2. C'est justement l'intérêt d'avoir cette propriété de multiplication des matrices de transfert qui justifie le choix donc du signe moins devant le courant d'entrée du quadripôle dans la représentation du quadripôle par matrice de transfert.